Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce lundi 24 septembre. Pierre Moscovici était en déplacement dans l'Hérault aujourd'hui. Le ministre de l'Économie et des Finances a notamment évoqué la création de la future banque publique d'investissement. Les anti-gaz de schiste mobilisés samedi, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Saint-Christol-les-Alès, dans le Gard. Et en fin de journal, je vous emmène place du Pérou à Montpellier où les brocanteurs ont désormais rendez-vous tous les dimanches. Le ministre de l'Économie et des Finances était dans l'Hérault cet après-midi. Après un déjeuner avec les patrons de la région, Pierre Moscovici a visité l'entreprise informatique ES2I à La Vérune, mise en avant pour sa réussite. C'est le cadre qu'a choisi le ministre pour revenir sur la création de la Banque publique d'investissement. Reportage Olivier Roiran. Quand on est membre du gouvernement, on aime les symboles. Et quand il s'agit de présenter la future banque publique d'investissement, la BPI, le ministre de l'économie se déplace dans une PME de l'agglo de Montpellier. ES2I, c'est son nom. Elle emploie une centaine de personnes à La Vérune. Elle développe des systèmes automatisés de gestion d'accueil. Elle a déjà profité du dispositif Oseo qui l'a aidé à financer ses innovations. Aujourd'hui, Pierre Moscovici dévoile en terrain conquis une promesse phare du candidat Hollande. Les PME-PMI, celles qui innovent, celles qui exportent, celles qui embauchent, elles ont souvent des problèmes d'accès au financement. Et la BPI sera leur banque. Ce sera aussi un acteur local. C'est la raison pour laquelle je le fais ici. C'est que ce sera la banque des régions, des PME et des régions. Un guichet unique en région, un copilotage avec les régions qui seront présentes dans un conseil d'orientation, qui seront aussi à la tête des comités d'engagement. L'idée, c'est que 90% des décisions financières prises par la BPI soient des décisions locales. Le ministre de l'économie présentera son projet de banque publique d'investissement en Conseil des ministres le 17 octobre. En attendant, il confirme que le Languedoc-Roussillon est devenu un passage obligé pour les nouveaux ministres de la République. Et ce matin, c'est Christine Taubira, en effet, qui était à Montpellier. La garde des Sceaux inaugurait le Congrès national des notaires au Parc des Expositions. Devant près de 4000 congressistes, elle a notamment réaffirmé la volonté du gouvernement de légiférer très vite sur le mariage homosexuel. Il s'agirait pour l'instant d'élargir l'institution du mariage aux couples de même sexe et d'assouplir les conditions d'adoption. Et d'autres visites ministérielles sont également prévues dans le département cette semaine. Jeudi, la ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement Najat Vallaud-Belkacem est attendue à Montpellier. Et vendredi, c'est Benoît Hamon, le ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, qui devrait se rendre également dans l'Hérault. Un jeune homme de 25 ans condamné à 1 an et demi de prison, dont 15 mois avec sursis cet après-midi par le tribunal correctionnel de Montpellier. Une peine assortie d'une interdiction de stade de 2 ans. Ce Canois originaire d'Ukraine était accusé de violence volontaire envers les forces de l'ordre en marge du match de foot Montpellier-Saint-Étienne vendredi soir. Il aurait notamment jeté des pierres et des bouteilles sur des policiers de la brigade anticriminalité. Une peine jugée sévère par son avocate. Écoutez. Je n'ai pas supporter de foot et que j'ai l'impression qu'on le fait payer pour tous les faits qui se produisent à la sortie des matchs de foot dans ce type de situation. En l'occurrence, il avait un casier qui portait des condamnations légères et pas sur ce type de fait du tout. Il n'est pas connu des stades de foot et il n'a jamais rien fait. Donc effectivement, oui, je trouve que c'est une peine lourde. Et c'est également lors de ces échauffourées qu'un policier de la BAC avait tiré au flashball sur un supporter blessé à un œil. Ce dernier a dû être opéré. Si les forces de l'ordre plaident la légitime défense, aujourd'hui, certains supporters dénoncent cette version des faits. Un dramatique accident de chasse a coûté la vie à un enfant de 9 ans samedi à Vendre dans l'Hérault. Son père avait posé son fusil contre une clôture sans le sécuriser ni le décharger. Le coup est parti tout seul lorsque le père a récupéré son arme. Le jeune garçon a été touché à l'épaule. Il est mort avant l'arrivée des secours. Les arènes de Montfrin, théâtre d'un grave accident hier lors d'une course camarguaise. Ce n'est pas un raseteur mais un tourneur, Frédéric Eusebi, qui a reçu un violent coup de corne dans le bas-ventre. La victime a dû être évacuée par hélicoptère vers les urgences de Nîmes. Les détails, Patrick Mallet, Romain Beaufy et Alain Bérézy. Le drame a été évité de justesse ce dimanche en course camarguaise. Dans les arènes de Montfrin, comptant pour le trophée de l'avenir, la course n'avait débuté que depuis 2 minutes quand l'accident est intervenu. Sur une fusée, le tourneur Eusebi et Frédéric a manqué le marchepied. Et le taureau, il a mis un coup de corne, mais très 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 grave. Saignant abondamment. Heureusement que Rémi Guyon était là
a mis son poing dans la plaie pendant presque 2 heures à le tenir. Frédéric Eusebie, ancien raseteur, à présent tourneur, s'est vu infliger un coup de corne de 30 cm qui a touché la veine fémorale. L'artère, elle, n'a heureusement été égratignée que sur 10 cm. Transporté par hélicoptère au CHU de Nîmes, il a été opéré dans la soirée vers 18h et est sorti du bloc 3 heures plus tard. Il valait mieux faire revenir le SAMU parce que je pense que la vie de Zébi était en jeu. Il coulait du sang partout, tout le monde était un peu affolé. Un accident comme il y en a malheureusement souvent en course camarguaise et qui n'est pas sans rappeler celui de Jackie Siméon. À la fin des années 80, un jour de cocarde d'or, par le taureau Vidocq de la Mana de Laurent, la vedette de la famille Siméon n'avait eu la vie sauve qu'à la présence d'un bloc opératoire dans les arènes d'Arles pour tenter de réparer son artère fémorale sectionnée. Les associations de riverains de la nouvelle ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan, une nouvelle fois mobilisées. Plus de 150 personnes étaient rassemblées samedi à Gijon pour dénoncer le tracé de la ligne à grande vitesse. Les manifestants espèrent se faire entendre, notamment sur l'impact écologique de cette future ligne. Une manifestation qui intervient alors que le comité de pilotage de la ligne nouvelle doit se réunir à l'automne. Écoutez. Le rapport que rendrait Monsieur le Préfet sera sûrement étudié avec beaucoup d'attention par le ministre avant qu'il ne rende un avis. Maintenant, il y a souvent des fois des travaux de lobbying qui sont faits par derrière et nous, on a envie de s'opposer à tout ça et on va faire notre travail à nous de citoyens. Aujourd'hui, il n'y a pas, de la part de la coordination régionale que je représente et des gardiens de la Gardiole, une opposition à cette ligne. Il y a simplement une opposition à des tracés qui ne sont absolument pas respectueux des citoyens et des territoires et de tout un environnement socio-économique. La coordination régionale interassociative de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan qui doit être reçue en préfecture le 5 octobre. Les anti-gaz de schiste rassemblés à Saint-Christol-les-Alaises dans le Gard samedi. À l'occasion de la journée internationale de mobilisation, ils étaient plus de 2000 à manifester leur opposition à la recherche et à l'exploitation des gaz et huiles de schiste, alors que 4 permis concernent actuellement le département du Gard. Reportage Alain Belon et Elsa Gonzalez. Les collectifs gardois et ardéchois contre le gaz et pétrole de schiste se sont mobilisés sur la commune de Saint-Christol-les-Alaises. Ils ont sensibilisé et informé la population sur le devenir des permis d'exploitation. Il y a toujours une problématique récurrente en France des hydrocarbures non conventionnels et de l'évolution de la fracturation hydraulique. Nous avons de très sérieux doutes sur la volonté du gouvernement de vraiment arrêter la délivrance de permis pour ces techniques. Le maire de Tharot a 2 permis d'exploitation sur sa commune. Et pour lui, cela lui a été imposé. Nous n'avons jamais été concertés. C'est-à-dire que quand le ministre de l'Environnement de l'époque, M. Borloo, a octroyé ces permis aux compagnies pétrolières, personne n'a été au courant. Nous n'avons pas pu avoir ou prendre de recours en justice. Et là, on s'est retrouvé, voilà, que ce soit les citoyens, les élus, les conseillers régionaux, généraux, etc. On s'est retrouvé, devant le fait accompli. La solution pourrait peut-être venir du Parlement européen. Je pense que c'est très important de maintenir la pression et je le fais aussi parce que je suis député européen, que je suis co-rapporteur du texte qui est actuellement en discussion et parmi les députés les plus actifs pour avoir une législation extrêmement protectrice au niveau européen, parce que c'est ce qui pourra ensuite bloquer au niveau français aussi. Une délégation du Guatemala était présente à ce rassemblement. Ils ont échangé avec les participants sur un changement de législation. Retour sur le week-end sportif à présent avec la belle victoire des handballeurs montpelliérains. Ils ont battu Tremblay en France 40-30 samedi soir à René-Bougnol. En 2 matchs, le MHB totalise à lui seul 90 buts. De quoi mettre les joueurs en confiance alors que les montpelliérains débutent la Ligue des Champions cette semaine en Allemagne contre Flensburg avant de se rendre à Paris dimanche pour l'un des gros chocs de la saison. Écoutez. Je pense qu'on a fait un match sérieux, on voulait continuer dans la lancée du premier match contre Bière. Là on savait que ça allait être un peu plus dur parce que Tremblay c'est un autre niveau, ils sont habitués à la D1. Je pense qu'on a fait un match sérieux, on prend 30 buts, c'est un peu beaucoup mais on en met 40 donc c'est bien, je pense que c'est un bon match. Il y a la Ligue des Champions qui arrive, on joue Flensburg cette semaine, il va falloir qu'on élève notre niveau de jeu parce que c'est la Ligue des Champions, c'est encore autre chose. Et donc on va monter petit à petit, j'espère bien, pour être le meilleur possible.
De leur côté, les basketteuses de Latte entament leur saison par une victoire. Le BLMA a battu Toulouse 65 points à 45 en ouverture de la Ligue féminine hier après-midi. Et puis en rugby, le MHR décroche sa première victoire à l'extérieur de la saison. Les rugbymen montpelliérains ont battu Bordeaux-Bègles 23 à 15. C'était samedi soir. On referme cette page sport avec du foot. Vendredi soir, le MHSC a concédé le nul au Vert, un partout. C'est Saint-Etienne qui a ouvert la marque en fin de première mi-temps par Aubameyang. Il faudra attendre la 70e minute pour que Souleymane Camara égalise pour Montpellier. Le MHSC qui reste sur une seule victoire pour 6 matchs en Ligue 1. Prochain match samedi, Montpellier se rend à Nancy. Et on termine ce journal avec une promenade dans les jardins du Pérou à Montpellier à l'occasion du tout premier rendez-vous des brocanteurs. Un nouveau marché initié par la municipalité pour compléter l'offre des puces de la paillade. Et si les visiteurs étaient au rendez-vous, il était plus difficile de dénicher des acheteurs. Reportage Olivier Brachard. Au réveil, de nombreux Montpelliérains se sont pressés à ce premier dimanche des antiquaires du Pérou. Un succès en termes de fréquentation. Reste à savoir si l'offre de cette soixantaine d'exposants venus pour certains du Tarn ou de l'Aude répond aux attentes du public. Très brocante quand même, hein. Très brocante, antiquité. Je m'attendais peut-être un petit peu plus au côté un peu puce, mais bon, j'ai été mal informée sûrement. Ça change des puces par exemple, où c'est plus bric-à-brac, quoi. Là c'est un peu plus sérieux, quoi, voilà. Après je suis pas un amateur spécifiquement d'antiquité, mais bon, c'est sympa quand même. Sympa mais sérieux, sympa pour le plaisir des yeux, beaucoup moins pour celui du portefeuille. D'ailleurs, peu de négoces pour ce premier jour. C'est le lancement, pour l'instant on n'a rien fait, mais c'est pas grave, hein. On verra plus tard. Il faut habituer les gens, il faut leur donner confiance. Pour l'instant, l'emplacement est gratuit pour les antiquaires. Raison de plus pour certains passionnés et amateurs de brocante de grincer des dents. Et je trouve que les marchands qui sont ici, comme on dit, n'attachent pas leurs chiens avec des saucisses. C'est-à-dire qu'ils tapent des prix qui sont dignes des pires marchés de Paris. À mon avis, ils ont fait un joli marché bobo, là, hein ? La valeur brocante plaît, c'est indéniable. Mais elle plaît surtout pour l'occasion de dénicher une belle affaire. Pas sûr que ce marché dépoussiéré trouve un public d'habitués autre que celui venu pour flâner. C'est la fin de ce journal. Retour de l'info sur votre chaîne locale dès demain 12h30. Passez une excellente soirée sur TV Sud.